Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Déjà, avant de commencer cette review de l'avant-dernier épisode de cette saison 1, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Vous avez été très nombreux depuis la semaine dernière à vous être abonnés après ma vidéo de review de l'épisode 6, ainsi que surtout après ma vidéo de théorie sur le personnage de Halbrand, qui, je le rappelle, est une théorie, hein, c'est pas la vérité absolue, je peux me tromper, et moi-même je ne sais même pas si j'ai raison ou pas, mais ça me fait très plaisir que ça ait intéressé énormément de personnes. Une grosse vidéo, c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, après une autre vidéo théorie The Walking Dead. Alors, déjà, avant toute chose, je peux comprendre que certains fassent des reproches à la série. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument adorer ou être aussi enthousiaste que moi. La seule chose que je demanderai dans les commentaires, c'est d'être respectueux des avis de ceux qui ont aimé et de ne pas vous acharner si vous n'avez pas aimé, si vous avez été déçu ou si vous trouvez que la série n'est pas si bonne que ce que je dis. C'est un avis de toute façon subjectif comme toutes les vidéos de ma chaîne. Tout ce que je dis n'engage que moi, c'est mon avis, c'est mes goûts et j'adore cette série. Même si, et la semaine dernière j'étais énormément enthousiaste, je dois le dire, cette semaine je suis un peu déçu. Voilà, je suis un petit peu déçu, c'est plutôt de la frustration que j'ai ressentie. Alors, je vous fais cette vidéo, je suis sur mon ordi, j'utilise mon fond vert qui, ça marche pas très bien mais c'est pas grave, parce que je vais être occupé toute la journée, donc voilà, je vais pas faire dans mon décor habituel, mais c'est pas très grave, je vais vous parler de cet épisode comme d'habitude, 100% spoilers. Il y avait de très bonnes choses, mais vraiment qui étaient assez touchantes, et il y avait des choses qui m'ont déçu, qui m'ont laissé sur ma faim. Et je trouve, bien que la réalisation soit excellente, que c'est un épisode de remplissage. Un épisode de remplissage qui fait plaisir à voir. Un épisode de remplissage assez costaud parce que ça dure assez longtemps et j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps. Mais un épisode où on n'apprend pas énormément de choses que l'on ne savait déjà avant l'épisode ou bien que l'on se doutait. Il y a trois arcs narratifs, ouais, on pourrait dire quatre bien séparés. D'abord, Galadriel et Théo à travers le Mordor qui essayent de rejoindre le camp des Numénoréens. Les Numénoréens avec Myriel, Elendil et les autres. Et enfin, l'intrigue des Pieds Velus qui avance, mais pas tant que ça. Et l'intrigue de Durin et de Elrond à Khazad-dûm qui là aussi avance, mais pas beaucoup, mine de rien. Je pensais que ça allait accélérer un petit peu plus parce qu'il nous reste qu'un épisode. Et c'est là peut-être la déception, comme quoi je sais être nuancé, je sais vous dire que j'adore la série par moment et que par moment je trouve qu'elle traîne un peu en longueur. C'est qu'il n'y a pas eu de révélation dans cet épisode de choses que l'on ne connaisse déjà ou que l'on se soit douté ou que l'on ait vu dans les bandes annonces, comme par exemple la révélation du réveil du Balrog qui arrive dans les dernières secondes. Bon, ben voilà, on s'en doutait. Après, il y a des petites surprises. Il y a des petites surprises qui, moi, m'ont un petit peu, je dois dire, interloqué et qui, je sens, vont énerver les puristes, notamment par rapport à Celeborn. Voilà, mais on va y revenir. Alors, je vais aborder les les quatre intrigues séparément. Déjà vous dire que celle sur Galadriel et Théo, à travers leur pérégrination à travers le Mordor, recouvert de cendres, les dialogues qu'ils vont avoir, j'ai trouvé que c'était de qualité. Vraiment, ça fait penser à du Seigneur des Anneaux, ça fait penser à du discours de Gandalf à Frodon. Elle est très touchante. Elle sent vraiment que c'est en partie de sa faute ce qui est arrivé, le poids de la culpabilité. Théo, qui, on le sent pour le coup, dans cet épisode, est attachant. Je trouve que ce gamin a bien évolué dans la série. Au début, il était vraiment assez agaçant, mais là, il évolue bien au contact de Galadriel. On sent qu'il a des nobles sentiments, et puis elle a des mots bienveillants.
L'acting de Morphy Clark, pour moi, est irréprochable, encore une fois, et c'est vrai qu'elle est de plus en plus agréable à regarder, parce que quand elle fait pas la gueule, et franchement, non seulement elle est sublime, mais quand elle fait pas la gueule, elle fait plaisir à suivre. Mais c'est vrai que Théo, lui, il évolue bien aux côtés d'elle. Elle lui insuffle du courage, et j'ai trouvé que cet arc narratif, à travers leur pérégrination dans ces forêts recouvertes de cendres, où ils croisent des orques qui doivent se cacher, d'ailleurs ils se cachent sous un tronc d'arbre, ça m'a fait penser quand on a nos 4 hobbits qui se cachent des Nazgûl sous un tronc d'arbre dans la communauté de l'anneau. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou si c'est juste un pur hasard, mais toute leur pérégrination et tout ce qu'elle va lui raconter, qu'elle a perdu son frère, et alors qu'elle a perdu son mari Celeborn. Alors, je me demandais, je me suis dit, bon, c'est une adaptation libre, finalement, elle a l'air d'être célibataire, il n'y aura pas Celeborn, et on apprend qu'en fait, Celeborn, lui aussi, il était dans la guerre contre Morgoth, ou alors qu'il a pourchassé Sauron, mais je pense que c'est dans la guerre contre Morgoth, et que il a disparu, il n'est pas revenu, et donc elle estime qu'il est mort. C'est une énorme différence quand même avec les romans. Clairement, c'est une énorme différence parce que vous vous rappelez, hein, Celeborn, on le voit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc il est censé être bien vivant. Bon, je veux bien des petites différences, mais là ça fait quand même une grosse différence. Soit, après, elle a dit il a disparu, elle ne sait pas si peut-être qu'il reviendra, on ne sait pas, peut-être qu'il a survécu, mais sinon c'est que vraiment la série va s'affranchir énormément, et à ce moment-là, si Celeborn est réellement mort, il n'y a plus de limite. Ça peut être Gandalf, on peut avoir Gandalf, on peut avoir n'importe qui, on peut avoir Tom Bombadil qui soit grand et mince. Il n'y aurait plus de limite, alors qu'il est petit et gros. Il n'y aurait plus de limite à l'adaptation libre. On va voir, mais il faut vraiment considérer que cette série n'est pas canon avec le lore officiel et avec le Seigneur des Anneaux. C'est pas très dérangeant, mais c'est vrai que je peux comprendre les puristes qui s'agacent. Je peux comprendre. Après, moi, ça m'a pas trop dérangé, mais ça m'a surpris quand même, parce que c'est un énorme changement. En tout cas, toutes les conversations, tous les dialogues qu'elle a avec Théo, tout son cheminement pour essayer de retrouver les autres, c'est vraiment passionnant. Et surtout, en matière de réalisation, là, c'est assez impressionnant. Pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, alors je ne sais pas s'ils ont fait du fond vert ou s'ils ont pris toujours les mêmes morceaux de forêt qu'ils ont recouverts de cendres artificielles, mais on a vraiment l'impression que c'est tout le pays, que toutes les terres du Sud, dont on va nous apprendre à la fin, parce qu'on va voir Hadar pendant 5 minutes, où tout le monde va lui demander, bon, les terres du Sud, il lui dit non, ça s'appelle plus les terres du Sud, et là on va marquer les terres du Sud, hop, ça s'efface, et il y a marqué Mordor, mais ça on l'avait compris déjà à la fin de l'épisode précédent. Mais donc on a vraiment l'impression que le Mordor, ils ont, au niveau de la production, de la réalisation, on a vraiment l'impression qu'ils ont aspergé de cendres des kilomètres carrés. Le feu, on a vraiment l'impression que c'est du vrai feu, qu'il y a énormément de mobilier et de décors qui ont brûlé. Il y a une impression d'authenticité qui se dégage des décors en feu, des cris au tout début. On ne reconnaît pas du tout les terres du Sud de l'épisode précédent. Là, c'est totalement dévasté, calciné. La réalisation, visuellement, que ce soit au niveau des couleurs rougeoyantes, orangées, ou au niveau de la cendre, c'est assez impressionnant. Maintenant, par rapport à ce qui est du réalisme, je sais qu'il y en a certains qui disaient ouais, mais bon, Pompéi, soit ils ont tous cramé, soit ils ont tous été, ils ont été ensevelis et ils sont devenus de la pierre, quoi. C'est vrai, comment ont-ils survécu? Honnêtement, je me demande. Parce que là, on voit du feu, de la cendre, ils sont recouverts de cendre. Comment ont-ils pu survivre? Je vais mettre ça sous le coup du fait que ce soit de la fantaisie imaginaire et que c'est pas, on n'est pas dans un monde réaliste. Mais c'est vrai que si on voulait un minimum de réalisme, ils seraient tous morts, ils auraient eu les poumons brûlés et ils auraient été calcinés, transformés en charbon. Bon, soit. Ensuite, on a l'intrigue Myriel d'un côté, Elendil qui cherche son fils, et Elendil et son meilleur ami de l'autre, et donc les trois vont se rencontrer. Et Elendil et son meilleur ami, on voit qu'il y a le troisième, parce qu'ils étaient toujours trois à Numénor, le troisième est mort, ça fait un petit peu de peine. Voilà, on sacrifie, on tue un personnage. Alors certes, c'est pas un personnage hyper important, mais c'est un personnage qu'on a vu plusieurs fois.
Donc la série n'hésite pas à tuer des personnages. Et surtout, il y a cette scène où Isildur va voir une maison s'écrouler, une maison, la pierre et le bois en feu s'écrouler sur lui. Et donc son pote qui retrouve Elendil et qui lui dit clairement que Isildur est mort, quoi. Et là, je sais pas, est-ce qu'il est mort? Je ne pense pas. Ce serait trop gros comme changement. Honnêtement, si Isildur est mort, je trouve que là, le changement, ça va pas. Je trouve vraiment que si Isildur est mort, ils font une erreur, c'est trop libre comme adaptation. Maintenant, je pense pas qu'il soit mort, parce que son cheval, qui n'a de cesse de vouloir s'éloigner, parce que Elendil récupère le cheval de Isildur, le cheval, il veut pas. Il veut pas rester séparé de son maître. Et donc, Elendil enlève le mort du cheval, le harnais, et il le laisse filer libre, et le cheval s'en va au galop. Je me demande si le cheval ne va pas essayer d'aller retrouver Isildur dans les décombres qui auraient survécu. Je pense que c'est ce qui va arriver. En tout cas, Isildur, c'est quand même un personnage clé dans l'univers Tolkien. C'est lui qui tranche la main de Sauron. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous avez tous vu la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si Isildur est mort, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, quoi. Dire, tout est possible. À ce moment-là, c'est le multivers, on peut faire des croisements avec le MCU. Bon, non, mais tout est possible. Là, Isildur, je trouve que ils ont intérêt à pas se louper. Attention, les libertés. Il y a eu des libertés qui m'ont pas gêné. Bon, Celeborn, à la rigueur, ça passe. Isildur, on peut pas le faire crever comme ça, surtout hors champ. On l'a même pas vu mourir. Donc, je pense pas qu'il soit mort. À confirmer la semaine prochaine ou éventuellement dans la saison 2, mais s'ils nous font patienter pendant plus d'un an, ça va être chaud. Et Myriel, et là moi j'ai énormément aimé, je comprends pas les gens qui trouvent qu'elle ne joue pas bien, mais Cynthia Aday Robinson qui fait Myriel est très charismatique, elle est touchante, et je trouve que dans cet épisode, elle a du charisme, elle devient aveugle. Au début de l'épisode, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a ses œufs qui ont brûlé quelque part, il y a un voile qui a brûlé la rétine. Et donc, elle s'aperçoit, Elendil s'aperçoit qu'elle est devenue aveugle. Puisqu'elle demande la direction quand est-ce qu'on est sorti, quand est-ce qu'on sort du brouillard, et Elendil lui dit bon, on est déjà sorti depuis un moment. Et donc, le lieutenant, capitaine, enfin l'ancien, le meilleur pote de Isildur, s'en aperçoit aussi. Et Elendil, qui va la voir très mauvaise d'apprendre la mort de son fils, et qui va en vouloir à Galadriel de les avoir amenés. Et il va dire à Myriel, on n'aurait jamais dû suivre l'elfe, on n'aurait jamais dû la suivre. Et à la fin, t'as Myriel qui, puisque Galadriel, Théo arrive au campement, Galadriel va voir Myriel, bon, et déjà elle voit que Elendil lui en veut à mort, il lui adresse même pas la parole, alors que c'était quand même un de ses plus fidèles alliés à Numénor. Et là, Myriel lui fait la promesse à Galadriel de revenir. Non seulement elle est déterminée à revenir, mais elle est déterminée à reprendre les terres du Sud aux orques. Donc Myriel s'affirme dans cet épisode. C'est un personnage qui vraiment est courageuse. Elle pourrait dire, bon, on rentre, c'est bon, on est venu, on a perdu plus que ce qu'on est venu gagner. Non, on sent l'honneur chez le personnage, la noblesse de caractère, les promesses qu'elle va tenir. D'ailleurs, Galadriel dit, je ne doute pas qu'elle va tenir sa promesse. Donc, Myriel, très bon perso dans cet épisode, très important. Très important pour la suite, parce que quand elle va revenir à Numénor, pas sûr que Pharazôn soit d'accord pour envoyer toute une armée. Parce qu'elle dit, on va revenir avec une armée encore plus importante. Après, Pharazôn, lui, il va peut-être mettre le boxon, hein, il va dire, oh, c'est bon, on vient déjà de perdre, on va pas non plus aller porter assistance aux elfes. Mais en tout cas, voilà, on a Galadriel qui dit, les elfes se tiendront prêts quand vous serez de retour. Et Myriel qui lui en fait la promesse. Et j'ai trouvé une scène très touchante, mais vraiment... Bon, je vais pas dire que j'avais les larmes aux yeux, faut pas déconner non plus, mais j'ai trouvé que c'était assez poignant, cette scène où on a Galadriel qui pleure, mais à la fois de pitié et de compassion, de voir Myriel qui, elle, ne voit plus, elle a un bandeau devant les yeux, et Myriel qui se ressaisit et dit ne me prenez pas en pitié. On sent la fierté, le courage de Myriel, donc Cynthia Aday Robinson le joue très bien. Et les larmes coulent très facilement sur le visage de Morfydd Clark. On sent que c'est assez naturel, la scène se fait assez naturellement. Donc on a un très très bon acting de la part des deux actrices.
Mais c'est quand même long à retrouver Arondir et Bronwyn. Et ça, c'est un reproche que je fais à l'épisode. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est long à les retrouver, quoi. On les voit pas de tout l'épisode, on les voit aller les 10 dernières minutes. Pareil pour Halbrand. Alors ça, c'est peut-être la chose que j'ai le plus à reprocher à l'épisode, c'est que Halbrand, qui est quand même un personnage hyper important, hein, même si ma théorie s'avère fausse, hein, ma théorie c'est que Halbrand c'est Sauron, je peux me planter. Honnêtement, je suis plus tout à fait sûr de ma théorie au vu de ce que je viens de voir dans cet épisode. Mais quand même, il reste des petits indices. Mais Halbrand, on le voit juste les 10 dernières minutes. Arrondir, qui est quand même important, on le voyait à chaque fois, on le voit 5 minutes. Bronwyn, c'est pareil. Quand je dis 5 minutes, je suis large, hein, c'est plutôt 3 minutes. Donc, ok, c'est bien, ça a permis de développer Théo. Il a été bien développé, Théo. Mais arrondir Bronwyn, c'était pour nous garder le suspense. Est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts? Et dans cette espèce de tente de campement où les gens, il y a des estropiés, des balafrés, des gens à moitié brûlés. D'ailleurs, les gens qui disaient ça fait un peu trop propre, il n'y a pas assez de sang et tout. Bon, là, on voit les horreurs, on voit des gens à moitié brûlés, des gens amputés. Donc non, ça fait pas trop propre. C'est bien comme il faut. Mais on n'est pas dans Game of Thrones ni dans House of the Dragon, et heureusement, parce que ça aurait pas été avisé de faire ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de Arrondir et Bronwyn, bon ben voilà, les 5 dernières minutes à la fin, Théo il s'aperçoit qu'ils sont vivants, retrouvailles entre les trois, ils se prennent dans les bras. Oui, c'est vrai, c'est touchant parce que Théo, voilà, il considère Arrondir un petit peu comme son père de substitution. Il le prend dans les bras alors qu'au début, il avait envie de lui cracher au visage. Donc, c'est bien, mais j'ai été frustré quand même de ne pas les voir dans tout l'épisode. Hein, parce que Arrondir, on nous le présente quand même comme un perso important depuis le début. Donc, pour moi, ça coince un peu. Ça coince un peu à ce niveau-là. Je trouve que ça a été mal géré. Mais je comprends pourquoi. C'est pour garder le suspense. Et bon, elle les fait pas atterrir à 5 minutes de la fin, quoi. Bon. Et donc, Halbrand, qui est blessé, le roi des terres du sud, que tout le monde reconnaît comme le roi, écoute, bon, pas de problème. Mais il est blessé, et là, Galadriel le voit sous la tente, elle dit il a besoin d'une médecine elfique. Bon, il est blessé, il est couché depuis un jour, mais il se remet sur pied directement, il arrive à marcher, il arrive à faire du cheval. Normalement, quand tu es blessé comme ça, je suis pas sûr que faire du cheval, c'est top pour la blessure, mais bon, soit, admettons, pourquoi pas. Je vais pas pointer toutes les incohérences, je sais déjà qu'il y a plein de youtubeurs qui vont rager dessus et qui vont dire ah, ça c'est pas bien réaliste, ça c'est ceci, ça c'est cela. Bon, soit, admettons. Et donc, il va avoir besoin de la médecine elfique. Et donc, elle le ramène avec elle en Érégion. Halbrand, le forgeron, qui a énormément de choses à cacher depuis le départ, malgré sa belle gueule qui inspire la confiance, il va arriver en Érégion. Il va être soigné par les elfes. Est-ce que ensuite il va devenir aux côtés de Celebrimbor, puisqu'on le verra dans la semaine prochaine, petit spoiler sur le trailer de l'épisode 8, on verra Gil-galad et Celebrimbor, ainsi que la forge. Est-ce qu'au final, après avoir guéri, Halbrand va pas devenir le maître forgeron aux côtés de Celebrimbor qui lui inspirerait de faire des anneaux de pouvoir, qui remplacerait donc Anatar dans le Silmarillion, puisqu'ils n'ont pas les droits pour le Silmarillion. Et à ce moment-là, ça nous donnerait un indice que c'est peut-être Sauron. Peut-être, parce que je suis plus sûr de rien, parce qu'on a l'arc des pieds velus. Et là, l'arc des pieds velus, il me retourne le cerveau. C'est l'arc qui m'a le plus frustré de l'épisode. Parce qu'après, il y a Durin et Elrond, c'est l'arc que j'ai le plus kiffé, mais je garde ça pour la fin, parce que le positif, comme ça on termine sur le positif. Les pieds velus, ça m'a agacé. Ça m'a agacé qu'on nous fasse... On les voit pas beaucoup déjà, les pieds velus, on a des épisodes où on les a pas vus. Quand on les voit, ça parle un peu pour rien dire. Et là, il t'apporte même pas de réponse sur qui est l'étranger. Mais c'est qui? On dirait Jésus dans la Passion du Christ. On dirait Jim Caviezel dans la Passion du Christ. Il est cool, j'adore la Passion du Christ. Le mec est ultra stylé. Il a le look de Gandalf. Il a des pouvoirs magiques de fou. Les terres du Sud viennent... oui c'est ça, les terres du Sud viennent de devenir le Mordor et de cracher de la roche volcanique et des cendres dans toutes les régions aux alentours. Et les pieds velus sont pas très loin. Donc, il y a énormément de leurs vergers, là où ils étaient en migration pour pouvoir trouver de la nourriture, qui ont cramé, qui sont devenus à l'état de cendres. Et là, tout le monde compte sur l'étranger, et l'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il touche un arbre, il fait une petite incantation magique, et l'arbre guérit. Bon,
il y a des branches qui tombent et il y a une gamine qui a failli y laisser la peau, donc ils sont un petit peu effrayés. Du coup, l'étranger, il part, il décide de s'exiler, de continuer son chemin parce qu'il a peur de les mettre en danger à cause de ses pouvoirs. Mais on voit des branches, des petites pousses, des petites fleurs, je sais pas si c'est du pissenlit ou autre chose, qui poussent sur l'arbre. Et là, le lendemain, il passe la nuit, le lendemain, les vergers ont refleuri, les pommiers sont en abondance, donc tout le monde sait, tout le monde comprend que l'étranger est quelqu'un qui est capable de faire le bien. Il est capable de ranimer la vie dans le sens bénéfique, dans le sens pas dans le sens ténébreux. Voilà. Donc il a beaucoup, on le voit à ses yeux, parce qu'il parle pas beaucoup, mais on le voit à ses yeux, il a beaucoup de compassion pour les pieds velus. Sadok Burrows lui donne l'espèce de petit parchemin qu'il avait au début avec la constellation, et donc il est content, il voit la constellation, il se dit ah c'est super, je vais retrouver quelque chose qui m'est familier, et donc ensuite il prend la tangente, il prend son chemin. Et Nori qui se demande est-ce qu'elle va le suivre, est-ce qu'elle va pas le suivre, et finalement elle se dit bon on va le suivre, et là ils sont confrontés aux 3 prêtresses. Qui sont ces prêtresses? Moi, franchement, j'en peux plus. Moi, on nous tease ça depuis, je crois que ça fait 2 semaines. Hein, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Qui sont ces prêtresses qui ressemblent à Eminem de chez Wish, là, avec les cheveux rasés, là? C'est qui? Honnêtement, elles sont maléfiques, puisque elles brûlent toutes les provisions. En fait, il y a le père de Nori qui va pour se défendre, parce que Nori les approche, mais le père de Nori va pour se défendre et lui dit touchez pas ma fille. Et là, non seulement avec une torche enflammée, là non seulement elles éteignent la torche avec la main, mais elles crament tout d'un simple claquement, d'un simple souffle. En plus, on voit qu'elles arrivent à se téléporter. Elles sont dans un endroit, tu tournes la tête, tu reviens, elles sont plus là, elles sont derrière toi. C'est chelou, c'est flippant même. Et elles brûlent tous les vergers, tous les pommiers, toutes les provisions. Donc c'est vraiment le mal. Ces 3 prêtresses, c'est le mal absolu. Et elles sont à la recherche de l'étranger. Et elles ont un bouclier ou une espèce d'assiette, une assiette en cuivre, là, je ne sais pas ce qu'elles avaient il y a 2 semaines, où il y a la constellation. Est-ce qu'elles sont à la recherche de l'étranger pour le stopper parce qu'elles savent qu'il a un pouvoir qui va les stopper à elles, ou est-ce qu'elles sont à la recherche de l'étranger pour l'amener, pour le faire basculer du côté obscur de la force, entre guillemets? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Et c'est ça qui m'embête parce que on en est à 7 épisodes. Il faudrait quand même nous donner l'étranger, on l'a vu à la fin du premier épisode, on en est à 7 épisodes, on ne sait toujours pas qui c'est. On sait qu'il a des pouvoirs magiques, mais ça on l'avait déjà compris il y a 2 semaines quand il se guérissait la main en cryogénisant l'eau. Maintenant, les gars, il faudrait se calmer quand même. À la fin de l'épisode, Nori, Poppy, qui est beaucoup plus agréable qu'avant, qui c'est clairement Frodon et Sam, hein, c'est une relecture de Frodon et Sam les deux. Donc Nori, Poppy, Sadok Burrows qui s'est calmé sur conseil de Malva, l'autre pied velu qui était désagréable au début et qui là maintenant est devenu plutôt agréable et plutôt sage, qui lui dit bon voilà, l'étranger c'est quelqu'un de bien, il faut l'aider. Ainsi que la mère, donc Marigold, la mère de Nori, ils partent à 4 pour essayer de retrouver l'étranger, pour lui venir en aide. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans la bande-annonce de l'épisode 8, mais il se passe des choses très très étranges. Honnêtement, il se passe des choses cheloues avec Nori et avec les 3 prêtresses. Mais j'en dirai pas plus. Regardez le trailer de l'épisode 8. Donc cet arc narratif des pieds velus me frustre énormément. 0 réponse, ça nous pose encore plus de mystère. Et à un moment donné, il faut arrêter le mystère. Du mystère, on en a eu. Maintenant, il faut donner des réponses. Donc, je suis un petit peu... voilà, je suis assez frustré sur cet épisode. Vraiment, vous le sentez. Et pourtant, je défends la série depuis le début. Après, c'est pas un épisode mauvais, hein, mais c'est un épisode de remplissage. Et puis, on a le meilleur arc narratif, c'est celui de Elrond et Durin, mais qui là aussi traîne en longueur, puisque bon, est-ce que finalement les elfes vont recevoir du mithril? Alors, on a Durin qui plaide auprès de son père, Elrond qui plaide auprès de Durin, donc le père de Durin, donc Durin 3, ouais c'est ça, Durin 3, le père de Durin 4. On voit que le roi Durin, il a un cœur insensible.
Et il y a des dialogues très touchants entre Durin, donc le fils, donc Durin 4, et Elrond. Et ça fait partie des meilleures choses de cet épisode. Et c'est là où on voit que l'acting, que ce soit Owain Arthur, l'acteur qui joue Durin, ou Robert Aramayo qui fait Elrond, les deux ont un haut niveau de jeu et font passer beaucoup d'émotions, que ce soit dans le regard de Durin quand il a les larmes aux yeux, quand il se dit je veux aider Elrond sinon mon ami va mourir, quand il lui dit qu'il le considère comme son frère. Il y a beaucoup aussi de pudeur entre les deux. Il lui dit nous les nains on a des noms secrets qu'on n'utilise que avec nos proches, avec les membres de notre famille, nos pères, nos frères, nos sœurs. Et voilà, quand il lui dit avec nos frères, on sent qu'il veut lui dire, et Elrond comprend que Durin le considère comme son frère. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira ensuite à son père, le roi. Donc, il y a beaucoup d'émotions entre les deux. Et il y a aussi beaucoup d'émotions avec la princesse Disa, que elle ne cesse de me surprendre, comme quoi je me fous de sa couleur de peau éperdument. Je suis vraiment enchanté par ce personnage. Je trouve qu'elle a beaucoup de cœur, elle dégage quelque chose de chaleureux. C'est vraiment un bon personnage, vraiment. C'est une bonne idée d'avoir inventé ce perso. Et d'ailleurs, elle est toujours de bons conseils pour son mari, pour Elrond. Elle est vraiment un soutien. Donc, je trouve ce perso assez attachant. Et c'est l'amitié entre Elrond et Durin qui est pour moi le cœur émotionnel de cet épisode. Là, c'est très bien écrit, très bien interprété. Et puis, le filon de Mithril, ils arrivent à casser une paroi, ils voient enfin le filon de Mithril qui a l'air de s'étendre sur des kilomètres de profondeur, et Durin s'aperçoit que réellement le Mithril peut guérir, puisque Elrond avait apporté la feuille qui était empoisonnée de l'arbre de Gil-galad, et au contact du cristal de Mithril, de l'éclat de Mithril, il s'aperçoit que la feuille guérit. Et Durin il se dit voilà, mon ami me dit la vérité, j'ai la possibilité de le sauver, il faut absolument que je le sauve, je ne peux pas le laisser tomber. On voit beaucoup d'humanité chez Durin le fils, alors qu'on voit un cœur dur chez Durin le père. Leurs dialogues sont excellents, mais vraiment, on est sur des dialogues dignes de Thorin dans le Hobbit qui s'adresserait à Bilbo. Mais c'est vraiment du grand acting. Donc pour moi, voilà, on est dans l'esprit, le Hobbit, enfin là il n'y a pas de Hobbit, mais on est dans l'esprit des nains dans le Hobbit. Ils sont farceurs et en même temps ils peuvent être très sensibles et ils peuvent avoir un cœur dur comme la pierre et un cœur grand, plein de générosité. Donc cet arc narratif est excellent. Mais c'est vrai que on pouvait s'en douter parce que c'était déjà dans la bande-annonce avant même la diffusion de la série qu'on verrait le Balrog. On pouvait se douter que le Balrog ça allait arriver. Ils auraient quand même pu nous le faire réveiller un petit peu avant. Bon, là en fait c'est la feuille que Durin, le père, le roi Durin dit reboucher le filon là où il y a le Mithril, reboucher la paroi et il jette la feuille. Et c'est cette feuille qui va tomber tout en bas qui va réveiller le Balrog. Je trouve ça un peu moyen. On aurait pu quand même amener ça un petit peu mieux. Mais bon, soit, c'est pas très gênant. Ça y est, le Balrog est réveillé, le fléau de Durin. Normalement, c'est le même Balrog que on verra dans la Moria qui s'affrontera contre Gandalf lors de la communauté de l'anneau. Bon, vous connaissez tous le passage, hein, vous ne passerez pas, je suis détenteur de la flamme d'Anol, repartez dans l'ombre, le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Donc c'est le même Balrog. Mais c'est très bien, c'est très bien. J'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu plus petit, donc peut-être qu'il va grandir au fur et à mesure des siècles et des millénaires qui vont passer jusqu'au troisième âge, jusqu'au Seigneur des Anneaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils auraient quand même pu nous le mettre un peu plus tôt dans l'épisode, ça aurait pu faire une péripétie, parce que là, l'épisode, il n'y a pas beaucoup d'action en comparaison à l'épisode précédent. Il fallait s'y attendre, on pouvait pas avoir de nouveau un épisode avec que des batailles et que de la guerre. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pour moi un épisode de remplissage qui aurait pu être compressé et on aurait pu nous amener un petit peu plus d'action quand même. Maintenant, tout repose sur le dernier épisode. Bon, ça va pas me faire désaimer la série. Hein. Je l'aime beaucoup cette série, mais vraiment beaucoup. Elle n'est pas parfaite.
J'espère juste que la semaine prochaine, on va avoir des révélations, parce que si on n'a pas des révélations, là, je serai énormément frustré. Qu'on nous révèle qui est Sauron, ou au moins, est-ce que Sauron est là? Parce que peut-être que Sauron, on l'a toujours pas vu, hein, c'est possible. Qu'on nous révèle qui est l'étranger, ou au moins qui sont ses prêtresses, parce que là, il faut vraiment que ça bouge. J'ai confiance, parce que depuis le début de la série, il y a quand même énormément de bonnes choses, bien plus que de négatifs. Mais il faut quand même se bouger un peu les fesses. Là. Voilà. Ceci dit, la saison 2 est en tournage, donc tant mieux, parce que malgré les rageux qui réclament l'annulation de la série, c'est là où je ne pourrais jamais être d'accord avec les gens qui... Si vous n'aimez pas, ne demandez pas l'annulation. Si vous n'aimez pas, ne regardez pas, tout simplement. Mais malgré tout, ils ont renouvelé pour une saison 2 qui vient de commencer son tournage. Et la patronne des programmes Amazon Prime, donc Jennifer Salk, elle a dit qu'ils allaient prendre leur temps pour faire cette saison 2, pour la peaufiner, pour la soigner, et que les enjeux seraient élevés à tous les niveaux, et que la saison 2 serait encore supérieure à la saison 1, mais vraiment à tous les niveaux. J'ai confiance, c'est quand même le fer de lance de Amazon, c'est leur plus grosse série, et d'ailleurs c'est une des plus grosses productions de ces dernières années. Mais il faut quand même nous donner un petit peu du biscuit. Donnez-nous du biscuit, parce que là, c'est bien de faire traîner en longueur, mais il ne faut pas trop traîner en longueur quand même. Voilà. C'était mon avis, nuancé et tout à fait, voilà, hein, tout à fait subjectif, qui n'engage que moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous avez aimées, moins aimées, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez détesté, soyez respectueux dans vos propos. Et si vous n'êtes pas respectueux, ben, les commentaires, ils dégageront, tout simplement. Merci à toutes et à tous. On se retrouve normalement dans le courant de la journée pour Werewolf by Night, le téléfilm, épisode spécial de Loup-garou du MCU. Et puis, dimanche soir à 21h, et d'ailleurs je vous remercie énormément parce que dimanche dernier vous étiez énormément, vous étiez près d'une cinquantaine à un moment. Dimanche soir 21h, on va débriefer avec mes invités cet épisode dans les moindres détails avec capture d'écran. On prendra bien le temps de s'attarder sur tout ce qui est positif, moins positif, voire négatif. Portez-vous bien, passez un bon vendredi, passez un bon week-end. On se retrouve en fin de journée ou en milieu de journée, et sinon dimanche soir à 21h.